Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire que nous avons réenregistré. Le webinaire Comment motiver vos collaborateurs avec les entretiens annuels. Il s'avère que le vendredi 10 décembre, certains ont eu quelques difficultés de connexion. Ils nous ont demandé un replay du coup. Voilà, replay que nous avons le plaisir de refaire aujourd'hui. Et avant de démarrer le vif du sujet sur comment motiver vos collaborateurs avec les entretiens annuels, Solène, peut-être deux mots sur Human Avocat? Oui, tout à fait. Human Avocat, c'est un cabinet qui existe en réalité depuis 2015, mais qui a évolué en novembre 2021, donc très récemment, qui a changé de nom pour devenir Human Avocat. C'est un cabinet qu'on a voulu différent pour plein de raisons. On a voulu créer un cabinet qui a un côté humain, puisqu'on estime que le seul conseil juridique ne suffit pas à lui-même, et on a voulu évoluer pour aller aussi vers du conseil en management. Pour nous, le droit, c'est qu'une seule partie de la solution. Il y a un côté humain qui est important, un côté management qui est important. Et donc, c'est un conseil global qu'on souhaite aujourd'hui dispenser. Il est différent aussi puisqu'on souhaite avoir un conseil accessible aux clients pour qu'ils puissent comprendre de quoi on parle. Aujourd'hui, c'est pas normal qu'un client ne comprenne pas son conseil lorsqu'il lui pose une question. L'idée, c'est vraiment d'avoir un conseil accessible, simplifié et concret et qui va droit au but. On va aussi mettre en place une politique de legal design pour pouvoir conseiller, avoir du visuel qui permet aux clients de comprendre très facilement des réponses à leurs questions, pouvoir aussi communiquer auprès de leur manager, auprès de leurs salariés de façon plus claire. Et enfin, c'est aussi un cabinet digitalisé, puisqu'on a mis en place un certain nombre de choses, des choses simples, mais qui amènent de l'efficacité dans la relation client. On a un système de drive avec nos clients qui permet d'échanger très facilement des pièces, des éléments qui vont servir au quotidien, mais aussi on a tout un système de signature électronique, de choses qui permettent de simplifier le quotidien entre nous et nos clients. Et quels sont les domaines d'expertise du cabinet finalement? Le domaine d'expertise, c'est des expertises à 360. C'est un domaine d'expertise à 360 puisqu'on va apporter du conseil en droit du travail, en ressources humaines, mais également en paye. Donc l'idée, c'est qu'on intervienne vraiment sur tous ces domaines d'intervention en tant que business partner auprès de nos clients. Très bien, eh bien, assez parlé de nous. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Comment motiver vos collaborateurs avec les entretiens annuels? Et deux grandes parties dans ce webinaire. Une première partie autour de toutes les questions juridiques et une seconde partie au cours de laquelle nous aborderons le sujet plus RH précisément. Et j'ai une première question, Solène, finalement. Est-ce que les entretiens d'évaluation sont obligatoires pour les entreprises? Claude, non, les entretiens d'évaluation ne sont pas obligatoires en droit du travail aujourd'hui français, c'est-à-dire qu'aucune disposition du Code du travail va imposer l'organisation de ces entretiens annuels d'évaluation. Par contre, on va avoir certaines conventions collectives qui vont imposer la tenue soit d'entretiens annuels, soit la tenue d'entretiens pluriannuels. Si jamais l'employeur ne se contraint pas à ces obligations conventionnelles, là, il va pouvoir y avoir une indemnisation des salariés qui n'auraient pas eu ces entretiens qui étaient prévus conventionnellement. Mais sinon, d'un point de vue légal, droit du travail, il n'y a pas d'obligation de mener ces entretiens annuels. Attention toutefois à ne pas confondre les entretiens annuels avec les entretiens professionnels qui, eux, par contre, sont rendus obligatoires par les dispositions du Code du travail. Ces entretiens professionnels, c'est les fameux entretiens qu'on doit avoir tous les 2 ans avec les collaborateurs pour évoquer un certain nombre de dispositions. Mais ces deux entretiens sont distincts et d'ailleurs, on n'aborde pas les mêmes points lors de ces deux entretiens qui sont différents. Très bien. Tous les 2 ans, mais également avec le rappel tous les 6 ans. Exactement, tous les 6 ans où on fait vraiment un bilan global de la situation du collaborateur. Très bien. Donc, est-ce que si je mets en place ces entretiens, je dois les dispenser auprès de tous les collaborateurs? Alors donc Claude, on doit organiser les entretiens d'évaluation pour l'ensemble du personnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on le met en place dans l'entreprise, ils doivent concerner tous les salariés de l'entreprise. On ne peut pas priver certains salariés de l'entretien annuel d'évaluation à partir du moment où on l'a mis en place dans l'entreprise, sinon ça pourrait constituer une discrimination. Et cette discrimination, elle est d'autant plus vraie et elle est d'autant plus applicable, par exemple, pour les salariés protégés, les représentants du personnel ou les délégués syndicaux. Pour ces catégories professionnelles également,
il faut pouvoir organiser des entretiens annuels et on ne peut pas les dispenser, par exemple, que les représentants du personnel. Ça a pu être jugé dans des affaires, notamment pour des grosses entreprises, puisque dans ces grosses entreprises, parfois, on a certains représentants du personnel ou certains représentants syndicaux qui ont beaucoup d'heures de délégation et qui ne sont plus amenés à travailler durant leur mandat effectivement dans l'entreprise. Et pour ces salariés-là, même s'ils ne sont plus amenés à travailler effectivement dans l'entreprise, on va dire amener une prestation de travail, on doit tout de même leur organiser ces entretiens annuels, puisqu'en fait, sinon, ils pourraient considérer qu'il y a une discrimination syndicale et il pourrait être considéré que ça a affecté leur évolution dans l'entreprise. Donc, il y a des risques. Et donc, il y a des risques si on ne les organise pas pour tous ces salariés. Alors, si on rentre encore un peu plus dans les difficultés, ouais. j'ai un comité, j'ai un CSE dans mon entreprise, j'ai des élus. Est-ce que je suis obligé, Solène, de consulter le CSE dès lors que je veux mettre en place des entretiens annuels d'évaluation? Alors tout dépend de quel type de CSE il s'agit. Est-ce qu'on est plus de 11 salariés ou plus de 50 salariés? Si on est une entreprise de plus de 50 salariés, qu'on a mis en place un CSE dans son entreprise, qu'il n'y a pas eu de PV de carence, donc on a des élus, à partir de ce moment-là, on a des obligations en matière d'information et de consultation des élus. Et donc, dans ce cadre de l'information-consultation des élus, on doit notamment les consulter sur toutes les questions qui intéressent les conditions de travail. Et dans ce cadre, la Cour de cassation a pu considérer que la mise en place des entretiens annuels dans l'entreprise constitue une question qui va intéresser les conditions de travail. Et donc, le comité social et économique d'une entreprise de plus de 50 salariés doit être informé et consulté sur cette question. Également, comme vous le savez, le comité social et économique dispose de missions de santé-sécurité. C'était les missions de santé et de sécurité qui auparavant appartenaient au CHSCT. Et donc, dans ce cadre, il a pu être considéré également que la mise en place d'entretiens annuels d'évaluation dans l'entreprise peuvent générer une pression psychologique qui vont entraîner des répercussions sur les conditions de travail et sur la santé et sécurité des salariés. Et dans ce cadre, il convient également d'informer et de consulter le CSE sur cette question, puisqu'elle a attrait à une question de santé et sécurité. Oui, mais bon, Solène, donc je recueille l'avis du CSE. Pour autant, si j'ai un avis défavorable, est-ce que je peux quand même mettre en place les entretiens? Oui, bien sûr, l'avis du CSE, il ne va pas être bloquant. L'avis du CSE, il a uniquement vocation à les consulter, mais en aucun cas, il ne pourra bloquer le projet de mise en place des entretiens annuels d'évaluation. C'est juste un avis consultatif. D'accord. Donc ça, c'est la question abordée sous l'angle juridique. Oui. Mais du point de vue RH, Solène? D'un point de vue RH, effectivement, il faut avoir un dialogue constructif avec ses élus pour leur faire comprendre l'objectif des entretiens, l'objectif qu'on va mettre en place, quel est le but. Et justement, on va y revenir d'un point de vue RH. L'objectif, c'est notamment de faire évoluer les collaborateurs. C'est un point de vue constructif. Et dans le cadre d'un dialogue avec les élus, il faut arriver à leur faire comprendre l'objectif réel de ces entretiens d'évolution dans l'entreprise. Et ce dialogue constructif, faut-il que je l'ai également auprès des salariés? Et pour être plus clair, plus précis, est-ce que je dois aussi informer les salariés de la mise en place des entretiens annuels? Et oui, il faut pouvoir informer les salariés de la mise en place des entretiens annuels au départ. Et ça, c'est une obligation qui est souvent méconnue des entreprises, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on met en place des entretiens annuels dans l'entreprise, on doit informer les salariés, alors sous toute forme, on peut les informer par des lettres, mais on doit surtout aussi les informer en général par voie d'affichage. On va expliquer par voie d'affichage l'organisation des entretiens annuels et la façon dont on va les mener. Donc, si l'employeur ne met pas en place cette information individuelle des salariés sur la mise en place de ces entretiens annuels d'évaluation, il peut être condamné à des dommages et intérêts qu'il devra verser au salarié qui n'a pas informé. Et alors l'affichage, j'entends, l'information individuelle aussi. Cette information individuelle, on peut très bien impliquer le management justement par rapport à la mise en place. Peut-être que c'est même le mieux finalement. Oui, le management peut informer individuellement les salariés. Après, d'un point de vue juridique, c'est bien de se ménager la preuve. Donc il faut quand même qu'on ait une information écrite des salariés sur la mise en place des entretiens annuels d'évaluation. Et donc, Claude, selon toi, quel est le but aujourd'hui de ces entretiens? D'un point de vue management, quel est l'objectif de ces entretiens? Eh bien, Solène, les entretiens d'évaluation, précisément servent à évaluer les performances et les compétences du salarié dans le poste qu'il occupe.
Ça va nous permettre aussi de dresser un bilan de la période écoulée Ouais. au regard des objectifs qui ont pu être fixés antérieurement, et puis à se projeter sur l'avenir avec de nouveaux objectifs. Et également, on va pouvoir, dans le cadre de cet entretien, parler de formation, noter les souhaits des salariés en matière de formation, ou au-delà des souhaits, les besoins qu'il peut y avoir en termes de formation pour accompagner le collaborateur dans son évolution professionnelle. Alors là, même si on empiète un petit peu sur l'entretien professionnel, il est important de pouvoir parler de cette partie formation, parce que justement, ça peut constituer un des moyens pour le salarié d'atteindre ses objectifs, et donc il faut absolument en parler. Et du coup, selon toi, qu'est-ce qui pose problème avec la notion d'évaluation annuelle d'un point de vue RH? Alors, ce qui pose question, problème, suivant comment on veut aborder le sujet, c'est qu'en fait, cette évaluation, cette rencontre annuelle ne peut pas être suffisante par rapport au rôle du manager qui a beaucoup évolué. Ce manager qui était un simple, entre guillemets, simple gestionnaire dans les années 50, qui a pris le rôle de leader dans les années 80, est désormais un coach. Un coach accompagne ses collaborateurs au quotidien parce que justement cela a été rendu nécessaire du fait que le travail a beaucoup changé. Le travail, il a beaucoup changé depuis ces dernières années, depuis de nombreuses années, le travail, il a beaucoup évolué dans l'entreprise. Tout à fait, c'est-à-dire que nous sommes passés de tâches qui étaient répétitives et simples, pour schématiser, ce qu'on appelait le taylorisme. Et bien aujourd'hui, ces tâches mécaniques simples, répétitives, elles sont aujourd'hui délocalisées vers des pays à plus faible coût de main-d'œuvre ou encore prises en charge par l'intelligence artificielle. Donc on est passé à des emplois qui demandent désormais beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de trouver des solutions. Et donc, on a également le télétravail qui a beaucoup augmenté ces dernières années, pas seulement du fait du Covid, mais également du fait des changements d'organisation de la part des entreprises. On estime qu'en Amérique, par exemple, il y a à peu près 40 millions de salariés qui travaillent de manière régulière en télétravail. Donc ça veut dire quoi ce télétravail? Ça implique une autonomie qui est plus grande de la part du collaborateur. Alors, un travail qui est routinier et peu intéressant suppose un management aussi différent, avec une direction beaucoup plus présente, beaucoup plus, entre guillemets, directive. Alors, mais dès lors qu'on est sur un travail qui est peu routinier et intéressant, eh bien ça suppose forcément plus d'autonomie et donc un management différent. Mais du coup, le coaching du salarié ne va pas fonctionner sur un rythme annuel. Exactement, le coaching du manager ne va pas fonctionner sur ce rythme annuel, il va devoir fonctionner au quotidien, si je puis dire, et ne pas attendre, il ne faut pas que le manager attende l'entretien annuel pour donner du feedback à son collaborateur. Ce feedback qui peut être donné, on travaille beaucoup maintenant en mode projet, et bien, il faut qu'il y ait un suivi, il faut que ce feedback puisse être donné en fonction, quand on fait un point business sur le projet, mais également un point RH, il faut qu'on puisse avoir de la part du manager ce feedback. Ouais. Pour les nouvelles embauches aussi. Alors, oui, les nouvelles embauches, c'est un point très important qui est peu pratiqué, c'est-à-dire qu'il y a très peu de points qui sont faits pendant la période d'essai. Et pourtant, le collaborateur qui vient d'intégrer votre entreprise a besoin d'avoir du feedback sur la manière dont il accomplit ses tâches, comment il accomplit ses missions dans les premières semaines, dans les premiers mois. Il a besoin d'avoir un retour. Il est demandeur parce que pour lui, l'environnement est totalement nouveau. Et vous pouvez aussi, bien évidemment, recueillir plein d'informations à ce moment-là. C'est le feedback, lui, du collaborateur sur comment il a perçu son intégration dans votre entreprise, son intégration avec les équipes, etc. Et également pour les nouveaux promus, quand on a les périodes probatoires, on va également avoir
type de fonctionnement et ça va nous permettre d'évoluer effectivement aussi. Voilà, alors je vois que Solène voulait être complète. Les promus avec les périodes probatoires, très important. Nous sommes avec la période probatoire un peu comme dans le cadre de la période d'essai, sauf que votre collaborateur il est dans l'entreprise depuis plus longtemps, mais il n'empêche qu'il est sur un nouveau challenge, un nouveau poste, et qu'il a besoin de ce feedback, de ce management de proximité, de ce coaching de la part de son manager, dont le rôle est d'accompagner les changements dans l'entreprise. Du coup, dans le management, ce qui va compter, c'est le respect et l'exemplarité. Eh bien, le respect, oui, bien sûr, on parle de management bienveillant. Et l'exemplarité, pas de management sans exemplarité, sinon le manager n'est évidemment pas crédible. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le jugement n'a plus sa place dans le management actuellement. C'est ce qui explique qu'on a, suivant comment les entretiens annuels ont été construits, on peut avoir un malaise de la part des managers qui reculent des cas de fer par moment pour conduire ces entretiens parce qu'il y a un écart trop important entre la manière dont ils doivent animer les équipes au quotidien et la manière dont ils doivent conduire l'entretien qui est construit sur un mode juge-défendeur. Le manager se pose un jugement, il n'est pas sur forcément une évaluation, et du coup, le collaborateur va être en position de défense, et donc c'est ce qui explique parfois que l'on a donc ce malaise d'une part, mais aussi des entretiens annuels dans lesquels, en fait, y a pas, la réalité ne transpire pas. Je m'explique, c'est-à-dire que la personne n'est pas forcément le collaborateur, le travail du collaborateur ne donne pas forcément complètement satisfaction, mais ça ne va pas transpirer dans le cadre de l'entretien annuel parce que le manager n'aura pas pris le courage de dire et de formaliser les choses correctement. Voilà. Donc nous avons une manière... Donc ce jugement, ne peut pas avoir sa place dans le cadre de l'entretien annuel. Ce jugement, il ne correspond qu'à la seule vue du manager. Et cette vision, elle va forcément être différente de celle de son collaborateur. Si on veut une amélioration des performances du collaborateur, il faut que cette vision ce soit celle du collaborateur qui soit introduite. Du coup, ça suppose de conduire l'entretien d'une façon particulière, ça suppose... Exactement, ça suppose de conduire l'entretien d'une manière particulière si on veut éviter de tomber dans le jugement ou l'évaluation uniquement basée sur la vision du manager. L'entretien doit débuter par la vision du collaborateur. C'est juste une question de priorité, mais le manager, bien évidemment, va pouvoir donner son avis à un moment donné, et il faudra qu'il le donne au cours de l'entretien, un avis qui doit être basé sur des faits significatifs. On est là donc sur tout le contraire du jugement. La méthode des faits significatifs doit pouvoir être maîtrisée de manière à ce que le manager puisse délivrer une évaluation basée sur des faits. Je vous invite à lire le très bon livre de Hans Rosling si vous ne l'avez pas déjà lu, le livre qui s'appelle Factfulness, qu'on peut traduire de la manière suivante, qui est donc la saine habitude de fonder son opinion sur des faits. Hans Rosling nous dit « Penser clairement, ça s'apprend ». Évaluer de manière objective avec des faits, ça s'apprend aussi. Il y a une méthode pour ça. Et si vous avez de très bonnes grilles d'évaluation, c'est très bien, mais elles vont servir à rien si vous n'avez pas derrière des faits sur lesquels étayer l'évaluation que vous allez faire de votre collaborateur. Et donc, d'où l'importance du coaching au quotidien pour pouvoir disposer des informations nécessaires qui vont permettre d'étayer l'évaluation qui sera faite par le manager au cours de l'entretien annuel. Du coup, l'évaluation, elle va être tournée vers le passé du collaborateur. Effectivement, l'évaluation en tant que telle est tournée forcément vers le passé, puisque pour évaluer quelque chose, il faut que ce soit déroulé. Il s'agit d'un diagnostic. Et c'est un peu l'écueil qu'on trouve dans certains
entretiens, à savoir que le futur a peu sa place et on est beaucoup sur le passé et uniquement l'évaluation. Pourquoi c'est dommage? Parce que c'est très simple, le passé, on ne peut pas y revenir dessus. Donc on peut s'appesantir dessus. Ce qui est surtout important, c'est de construire l'avenir avec le collaborateur, c'est-à-dire qu'on peut passer d'une logique d'entretien d'évaluation à une logique d'entretien plutôt d'évolution précisément. L'idée au travers de l'entretien d'évolution, c'est de mettre votre collaborateur en mouvement. Le mettre en mouvement au service du développement de l'entreprise, mais également pour qu'il puisse développer de son côté ses compétences. Il faut que ce soit gagnant-gagnant. Et c'est de cette manière qu'on va pouvoir motiver un collaborateur dans le cadre de l'entretien annuel. Du coup, pour mettre en place un entretien annuel, on va avoir plusieurs étapes. Oui. Donc tout d'abord, première étape, qu'est-ce que tu fais en première étape d'un entretien annuel? La première étape, si on veut que l'entretien soit positif, constructif, la première étape, c'est d'aborder effectivement le passé, mais déjà par des félicitations. Bon, votre collaborateur, il a forcément réussi quelque chose de bien. Soit il a atteint les objectifs de l'année dernière, soit il a fait des réalisations dans le cours de l'année qui ont donné satisfaction à l'entreprise. Si on n'est pas dans ce cas de figure, j'ai envie de dire, on se trompe d'entretien. Parce que si votre entretien est destiné à réprimander le collaborateur, ça s'appelle un entretien disciplinaire. Et si vous attendez l'entretien annuel pour faire état de toutes les carences... ou d'une insuffisance, c'est un peu tard. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est malvenu parce qu'en plus, imaginons le pire, c'est-à-dire que l'entretien se solde par le départ du collaborateur. Le message que vous envoyez aux autres salariés, c'est que les entretiens annuels, ça sert à se séparer des salariés. Donc vous allez avoir tout l'effet contraire à celui que vous souhaitez, à savoir mettre en mouvement votre collaborateur. Donc on démarre par des félicitations pour ensuite... Oui, en deuxième étape, du coup, qu'est-ce qu'on fait? En deuxième étape, on invite le salarié avec des questions ouvertes à faire état de ses points forts, de ce qu'il a, selon lui, bien réussi cette année. Et donc, c'est l'occasion de capitaliser sur, encore une fois, les points qui sont positifs. Et du coup, après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a évoqué les points forts... une fois qu'on a évoqué les points forts, ça ne sous-entend pas que parce qu'on a évoqué les points forts, qu'il n'y a que des points forts et qu'il n'y a pas de possibilité d'amélioration. Et justement, si on veut se projeter plus dans le futur, il faut examiner ces possibilités d'amélioration. Et il faut inviter le collaborateur. Donc ça, c'est toute la technique de l'entretien annuel qui est en question. Il faut l'inviter à faire état de ce qu'il souhaite, de ce qu'il peut, selon lui, améliorer dans le cadre de son travail, dans le cadre de sa relation avec les collègues, dans le cadre de la relation avec les clients, etc. etc. Donc, qu'est-ce qu'il propose? Et le mettre en position d'acteur. Vous voyez, donc là, on est complètement à l'inverse de la position d'un manager qui se pose en juge. Le juge, il dit qu'est-ce qu'il doit faire. Il lui dit, voilà ce qu'il faudrait que tu fasses pour améliorer ta performance. Voilà. Mais ça, ce n'est pas le coach. Le coach, il est là pour aider, pour guider et faire exprimer le collaborateur sur justement qu'est-ce que selon lui il pourrait améliorer. Alors, si le collaborateur n'exprime pas tout ou s'il se surestime, dans les deux cas, le manager est là pour, entre guillemets, recadrer, faire exprimer les points positifs qui ne l'ont pas été par le collaborateur, ou à l'inverse, le ramener vers la réalité s'il a tendance à surestimer ou à ne pas voir possibilité d'amélioration. Qui n'a pas besoin de s'améliorer? L'amélioration est continue et permanente et on peut toujours aller chercher mieux pour la suite. Donc, à partir de là, on va pouvoir, et c'est la dernière étape de l'entretien finalement, c'est d'aller se projeter encore plus sur l'avenir. On va définir des nouveaux objectifs
pour l'année suivante. Ouais, qui doivent être bien sûr très concrets, mesurables. Exactement, Solène. Des bons objectifs, ce sont des objectifs qui sont mesurables, contrôlables, c'est-à-dire des objectifs qu'on appelle SMART. Peut-être c'est quelque chose qui vous parle. Des objectifs qui soient spécifiques. Spécifiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des objectifs qui sont clairement définis. Ce qui est clair se comprend bien. Il faut que ce soit des objectifs qui soient mesurables. On doit pouvoir savoir quand est-ce qu'ils sont atteints. Il faut qu'ils soient atteignables. Alors, ce n'est pas la même chose que mesurable. Atteignable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient à la portée du collaborateur. Il faut qu'ils soient... il faut qu'on puisse disposer des ressources financières, humaines nécessaires, s'il encadre une équipe, par exemple. Il faut qu'il ait les compétences, il faut qu'il ait le temps nécessaire. Ça veut dire ça, atteignable. Réaliste également, et des objectifs qui soient temporellement définis. C'est-à-dire que, voilà, si on doit faire l'informatisation d'un service paye avec un nouveau logiciel, par exemple, eh bien, on se donne une date limite. Ça paraît évident quand on le dit comme ça, mais trop souvent, on trouve des objectifs qui ne remplissent pas ces 5 critères. Et à ce moment-là, ça ne motive pas le collaborateur parce qu'il ne sait pas clairement comment il doit s'engager. Très clairement, c'est ça. La teneur de ses objectifs. Et la teneur de ses objectifs. Donc, un bon entretien d'évolution, appelons-le comme ça, si vous voulez bien, c'est un entretien qui va être basé sur de l'écoute, qui va être basé sur du respect et qui va être basé sur des faits. Il faut que le manager soit factuel, encore une fois, dans l'approche avec le collaborateur. Et donc du coup, Claude, en synthèse, comment on peut faire des entretiens annuels motivants? En synthèse, pour faire des entretiens annuels motivants, il y a un premier postulat, c'est déjà de croire en l'amélioration possible de ses collaborateurs. Il faut croire au développement personnel, il n'y a rien qui est figé, tout le monde peut s'améliorer, chacun à son niveau. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'il faut bien évidemment se préparer en tant que manager, se préparer pour conduire ces entretiens annuels. Mais il faut aussi aider son collaborateur à se préparer. C'est aussi le rôle du service RH que de fournir des supports qui soient destinés au collaborateur lui-même pour lui permettre de répondre aux questions qui lui seront posées au cours de l'entretien. Il n'y a rien de plus déstabilisant que d'arriver dans un entretien et de ne pas savoir quelles seront les questions qui seront posées. C'est déjà pas facile pour le collaborateur d'avoir ce type d'entretien. C'est encore plus compliqué si on ne sait pas comment celui-ci va se dérouler. Troisième point, il faut se concentrer en priorité sur le positif. Ça veut dire que, effectivement, comme nous l'avons dit, l'entretien de réprimande n'a pas sa place dans le cadre de l'entretien annuel. Ensuite, il faut savoir féliciter son collaborateur. C'est la première étape de l'entretien. Cette félicitation va accroître la motivation. Certains managers sont frileux, motivés à féliciter leurs collaborateurs. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte managérial fort. Il faut ensuite savoir donner la parole à son collaborateur pour qu'il puisse faire sa propre auto-évaluation. Cette auto-évaluation, elle est nécessaire pour prendre conscience des points forts, pour prendre conscience des points faibles. Et cette auto-évaluation, elle peut poser difficulté aux managers qui, pour certains, peuvent être habitués à donner justement uniquement leur point de vue et donc de juger le collaborateur. D'où la nécessité du coup de former les managers à ces techniques d'auto-évaluation, à ces techniques d'entretien annuel d'évolution, etc. Donc c'est important de pouvoir former les managers. Indispensable, Solène, et vous faites bien de le rappeler. Sans maîtrise de toutes ces techniques pour la conduite de l'entretien, eh bien l'entretien ne sera pas forcément très motivant. Dernier point, et c'est certainement le plus important, il faut assurer un suivi après l'entretien annuel. Vous avez, dans le cadre de l'entretien annuel, fixé des objectifs, il y a des plans d'action, et bien au quotidien, il va falloir coacher, suivre le collaborateur par rapport à ses objectifs. On ne peut pas se contenter de se rencontrer une fois l'année
et de reparler des objectifs qui ont été fixés d'une année sur l'autre. Et s'il n'y a pas ces points de rencontre annuels, soit vous avez la chance, votre collaborateur réussit et tant mieux, il réussit à atteindre ses objectifs, soit il se plante, soit il n'atteint pas ses objectifs. Et cet échec, ce sera aussi votre échec parce que, en tant que manager, vous êtes là pour l'aider à réussir. Et le mot de la fin, Solène, ce sera pour vous, le mot de la fin. Pour nous, on ne peut pas motiver nos collaborateurs, on peut surtout les aider à se motiver eux-mêmes et un collaborateur motivé s'engage. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir suivi notre webinaire en replay. Et puis on est à votre disposition si vous souhaitez échanger avec nous sur ces thèmes. Et à très bientôt. À très vite. Au revoir.